Chers membres et cadres de l'UDPS, vous avez déçu beaucoup de gens. Vous avez choqué beaucoup de gens. Vous avez frustré beaucoup de gens. Qu'à cela ne tienne. Cela est révolu. S'il vous plaît, pendant cette période aussi cruciale, nous avons plus besoin de renforcer notre cohésion nationale, notre solidarité, unité et fraternité nationale. Tirer, attaquer les prélats de l'Église catholique en ce moment, cela est une grosse erreur de votre part. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Même le fait d'attaquer Vital Kamerhe, comme je l'ai vu, vilipender Kamerhe pour avoir dit quelque chose de très équilibré avec beaucoup de mesures, cela est une grosse erreur. Parce que l'UDPS, le président Tshisekedi, vous avez besoin de ses partenaires. Vous avez besoin des opposants, vous avez besoin de membres de l'Union sacrée de la nation, vous avez besoin des confessions religieuses dans notre pays, vous avez besoin du peuple congolais derrière vous pour vaincre l'ennemi. Il faut éviter ce genre de communication. Venant surtout d'un cadre comme Peter Kazadi, c'est quand même une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Aujourd'hui, c'est désolidariser. Le pouvoir est perçu comme un pouvoir des arrogants, un pouvoir des orgueilleux. Un pouvoir des radins, un pouvoir des narcissiques, des gens qui ne partagent pas, des gens qui repoussent les autres. Un pouvoir tribal, comme certains les qualifient. Mais c'est le moment de corriger vos erreurs. C'est le moment de tirer les leçons. C'est le moment de consolider davantage votre pouvoir. C'est le moment même de protéger le pouvoir du président Tshisekedi. Et c'est le moment de sauver l'image des l'UDPS et même l'image du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, que l'UDPS évite les erreurs. Moi qui, par moment, refusais le changement de la Constitution, j'ai été insulté, j'ai été vilipendé, il y a eu même des menaces de mort. Mais où nous en sommes? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons continuer de parler de cette histoire du changement de la Constitution? On ne gère pas le pays avec les émotions. On gère le pays avec la dévotion. La plus grande capacité d'un bon leader, c'est la gestion de ressources humaines. Celui qui ne sait pas gérer les gens ne sera jamais un bon leader. Franck Diongo ne devrait pas se retrouver là où il est aujourd'hui, simplement parce que vous l'avez mal géré. Jean-Jacques Mamba ne pouvait pas se retrouver là où il est aujourd'hui, simplement parce que vous l'avez mal géré. Même mon frère Perrault Louara, très proche ne pouvait pas se transformer en un fantôme médiatique comme il est aujourd'hui. Simplement parce que vous l'avez mal géré. Perrault avait plus de rapprochements que vous et moi dans le pouvoir. Mais comment Perrault est devenu comme ça? Monsieur Augustin Kabouya soit manager, soit fédérateur, soit celui qui va unifier les gens. En ce moment, ne repoussez pas les gens. S'il faut parler avec Alain Bolodjoa, même en coulisses, parle avec lui. S'il faut parler avec Presse Mpenge, même en coulisses, parle avec lui. Ce sont tes compatriotes congolais. Aujourd'hui, vous avez besoin de ce gens-là. Parce que pendant que nous parlons là, l'opposition politique en interne n'existe plus. La seule opposition qui existe, c'est l'opposition contre le Rwanda. Même le président Tshisekedi aujourd'hui devient un opposant. Patrick Muyaya, c'est un opposant. Même lui-même, Augustin Kabouya, c'est un opposant. Nous tous, nous sommes des opposants de Kagame. Et pour ça, nous, en tant que Congolais, nous devons parler entre nous et mettons de côté tout ce qui nous divise. Totikala Setseko Ndenali Puta Na Wax de Maman Moseka Netoko Maka Légende Na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka.
Vous êtes au bon endroit et vous nous suivez au bon moment. Nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, chers internautes, d'être là encore pour animer cette émission qui va durer près d'une heure. Ensemble, nous allons décortiquer le récent développement de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, où les églises protestantes et catholiques ils sont arrivés depuis quelques heures pour rencontrer le patron de l'AFC, Corneille Nangaa, et en même temps relancer la question sur la nécessité de déposer les armes pour retrouver la paix et voir dans quelle mesure de compatriotes qui sont dans des différents camps de déplacés retrouver ou rejoindre leur foyer ou leur famille et leur milieu de vie respectifs. Au cours de ces numéros, nous allons nous poser les bonnes questions avec un des visages que vous appréciez tant. Nous allons évoquer les conclusions ou les recommandations issues du récent sommet conjoint SADC et EAC qui s'est tenu à Dar es Salaam. Nous sommes en Tanzanie, sommet auquel le chef de l'État a participé par vidéoconférence et représenté physiquement par la première ministre, Madame Judith Suminwa. Est-ce que, après ces sommets et à la lumière de l'initiative de Père Spirituel, les cartes sont-elles en train d'être redéfinies autrement sur le plan politique, militaire comme diplomatique? On cherchera de comprendre cela avec Manix Yenda, qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation en ce jour. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. Comment allez-vous? Ouais, ça va. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je me porte bien. C'est vrai, c'est une marque de positivité. Mais en réalité, tout le peuple congolais se sent très mal à l'aise en ce moment. Nous sommes crispés. Nous sommes dans une situation d'agression. Nous sommes victimes de la passivité de la communauté internationale. Nous sommes victimes des massacres, de pillage de nos ressources dans la partie Est. Et donc, nous sommes dans une période très cruciale et que chaque Congolais, aujourd'hui, exprime un désarroi, mais en même temps, nous faisons preuve d'une certaine résilience, courage, abnégation et détermination pour sauver notre patrie. Est-ce que vous comprenez l'urgence qui s'impose à la patrie, l'urgence de réagir le plus tôt possible? Le mieux serait, le faire tôt serait le mieux. Effectivement, parce que nous n'avons que la patrie comme refuge, nous en tant que peuple congolais. Et aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, je crois que le gouvernement congolais mesure la taille et l'ampleur de la gravité de cette insécurité. C'est au gouvernement, c'est au président de la République, c'est à l'armée. C'est vrai, nous, le peuple congolais, nous accompagnons en termes de soutien pour que le territoire congolais soit récupéré et que la paix soit installée de manière durable. En analysant cette question de fond en comble, est-ce que c'est une situation qui était prévisible ou, s'il faut reformuler ma question, c'est une situation qui aurait pu être évitée? Effectivement, on pouvait bien l'éviter parce que la guerre à l'est de notre pays ne commence pas aujourd'hui. Et même aujourd'hui, lorsqu'on parle de la prise de la ville de Goma, ça ne commence pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la 6e fois parce que Goma a été tombé à 2 reprises sous Joseph Kasavubu, une seule fois avec Mobutu, une seule fois avec Mzee Laurent Désiré Kabila, une seule fois avec Joseph Kabila et aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, c'est la 6e fois. Et donc, cette insécurité, cette guerre date de longtemps. Aujourd'hui, nous avons fait pratiquement 3 décennies des guerres, 3 décennies de l'insécurité, 3 décennies des pillages dans la partie est de notre pays. Et donc, ce n'est pas un fait surprenant parce que le gouvernement savait. Malheureusement, on n'a pas mesuré l'ampleur de la chose, on n'a pas été conséquent, on n'a pas été sérieux pour arrêter
l'hémorragie de l'insécurité. Et d'ailleurs, dans le placard de notre pays, nous avons autant de millions de Congolais qui sont tombés à cause de cette guerre injustifiée. Est-ce que la chute de Goma revient ici à activer le plan de balkanisation qui a toujours plané sur notre pays? Je pense que le Congo ne sera pas balkanisé parce que le peuple congolais ne le permettra pas. Nous sommes un peuple courageux, nous sommes un peuple résilient, nous sommes un peuple déterminé. Et d'ailleurs, l'une des forces de notre pays réside dans la diversité, mais qui se repose sur l'unité. Nous avons un pays, et le seul en Afrique, qui a plusieurs ethnies, plusieurs tribus, plusieurs langues, mais nous continuons de cohabiter ensemble. Et donc, aujourd'hui, la génération que nous sommes, nous ne pouvons pas permettre que le territoire qui nous a été légué par nos parents, par nos arrière-parents, soit cédé par l'ennemi. Et donc, nous allons nous battre jusqu'au sacrifice suprême pour préserver l'intangibilité de nos frontières, parce que nous aussi, à une certaine mesure, nous avons l'obligation de léguer un héritage complet. Nous allons bien sûr évoquer les causes lointaines de ces conflits, mais parlons tout d'abord du récent développement de la crise sécuritaire dans la partie orientale, ponctuée par la chute de la ville de Goma. Bien avant, il y avait d'autres territoires qui sont sous contrôle de l'ennemi depuis près de 2 ans, à l'image de Bunagana, par exemple. Alors, est-ce que vous comprenez ou vous essayez de comprendre les causes immédiates de ce récent conflit entre Kinshasa et Kigali? Bon, déjà, on a toujours l'habitude de dire que la guerre au Congo est une guerre asymétrique, est une guerre qui prend en compte plusieurs aspects, parce que dans cette guerre, il y a beaucoup d'intervenants, il y a la communauté internationale, les grandes puissances, les multinationales qui interviennent dans cette guerre. Il y a certains voisins de notre pays qui interviennent parce qu'eux aussi tirent les dividendes derrière cette guerre. Il y a même des doublons congolais, ceux qui font le jeu des agents doubles, les infiltrés, les traîtres, qui aussi font de la guerre une sorte de fonds de commerce. La guerre aujourd'hui, pour certains politiques, devient une opportunité pour accéder à la gestion de la chose publique de l'État. Mais ce qui est évident au cœur, c'est les ressources premières de la RDC qui créent cette guerre qui nous oppose aujourd'hui avec le Rwanda, qui nous oppose aujourd'hui avec la communauté internationale, parce que nous ne cessons de décrier la passivité de cette communauté internationale. Et cette passivité, elle est justifiée par l'intérêt que trouve cette communauté internationale par la guerre, et malheureusement cette guerre qui est endossée par le Rwanda. Mais la question que nous pouvons nous poser, que veut le Rwanda? Le Rwanda, aujourd'hui, joue le rôle d'un État commissionnaire, d'un État pont, d'un État passerelle qui sert aux grandes puissances, mais qui tire aussi des dividendes. C'est-à-dire les enjeux sont beaucoup plus économiques. Ce sont des enjeux économiques et essentiellement économiques. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que la RDC a choisi d'aller en justice contre l'une de grandes multinationales, Apple. Qui utilise aujourd'hui les minéraux de notre pays pour booster son secteur de téléphonie mobile. Aujourd'hui, vous savez que l'enjeu économique actuel tourne autour de la batterie électrique, et c'est le Congo qui possède en grande quantité le lithium. Et donc, aujourd'hui, le Congo est au cœur. Et surtout, ne perdez pas de vue que Frantz Fanon le disait déjà, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et donc, c'est nous qui sommes en réalité l'État solution, l'État qui peut déclencher les véritables développements, mais malheureusement, nous sommes aussi le premier pays le plus perdant dans tous ces enjeux économiques qui tournent autour et de l'Afrique et du monde. Et donc aujourd'hui, il faudrait que la République démocratique du Congo essaye d'assumer sa responsabilité, essaye d'imposer son veto politique, essaye d'imposer sa souveraineté pour prévaloir sa puissance
tant sur le plan économique que sur le plan politique, tant sur le plan diplomatique que sur le plan militaire. Et c'est par là qu'on peut nous considérer comme un État indépendant et capable de protéger ses intérêts. Donc nous savons donc ce qu'il nous faut faire pour nous affirmer au niveau de la sous-région et même de l'Afrique. Et alors, pourquoi on n'y arrive pas? Est-ce que c'est la qualité de ceux qui dirigent qui pose problème ou le problème est ailleurs, justement? Non, mais ça, c'est évident. Il y a un problème de leadership. Il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de gestion qui ne nous permet pas de relever la panche et de se placer au diapason de grandes nations. Vous savez, aujourd'hui, les petits ou le grand pays ne se déterminent pas par rapport à leur superficie. Tout à fait. Mm-hmm. Un grand pays est celui qui est capable de produire, économiquement parlant. Un grand pays est celui qui est capable de protéger ses citoyens et son territoire. Un grand pays est celui qui a un budget capable de subvenir aux besoins de la communauté. C'est cela un grand pays. Et donc aujourd'hui, malheureusement, la République démocratique du Congo a ces problèmes-là de gouvernance. Vous ne pouvez pas relever un pays là où règne la corruption à outrance. Vous ne pouvez pas relever un pays là où règne l'impunité qui ne dit pas son nom. On a un problème dans le secteur de la justice. On a un problème dans le secteur de l'économie. Aujourd'hui, les investisseurs ne viennent pas parce qu'il y a des gangrènes de la corruption, il y a des gangrènes du népotisme, du clientélisme, du favoritisme qui continuent d'infester l'appareil de l'État. Et donc, en somme, c'est nous-mêmes qui restons perdants simplement parce que nous ne savons pas comment mettre en place des véritables politiques, une véritable vision de gouvernance et des credos de gouvernance qui pourront nous permettre effectivement à relever le niveau. Et donc c'est un problème de leadership, mais aussi un problème sérieux de gouvernance. Est-ce que ce choix des dirigeants est-il en partie guidé ou dicté par les tireurs des ficelles? Bon, le choix de dirigeants aujourd'hui, nous sommes dans un contexte démocratique. C'est le peuple qui choisit. Même si cette démocratie s'inscrit dans une logique de parodie des démocraties, parce qu'il y a encore d'autres qui réclament vérité des urnes, il y a d'autres qui parlent de hold-up électoral. Les cas des tricheries électorales étaient tellement patents. Est-ce que la démocratie, enfin, ne devient pas un piège pour nous? Est-ce que ce n'est pas là la source même de tout le conflit et rébellion à répétition que nous subissons? Je peux le dire, oui, la démocratie, le format de la démocratie congolaise, le format, c'est aussi un piège contre nous-mêmes. Si aujourd'hui Kagame est puissant, c'est parce que Kagame a pu enraciner son pouvoir dans le temps. Si aujourd'hui Sassou Nguesso, le président du Congo d'en face, est puissant, c'est parce que Sassou a pu enraciner son pouvoir dans le temps. Et donc aujourd'hui, avec notre modèle des rotations de pouvoir chaque après 5 ans, fragilise davantage les politiques publiques qui ont une vocation de construire le pays dans le temps. Aujourd'hui, Tshisekedi est en plein second mandat. Mais si demain Tshisekedi part, c'est lui qui viendra. Il va pratiquement refaire tout à zéro. Il va répondre à zéro les politiques diplomatiques. Il va répondre à zéro le politique de sécurité et défense. Il va répondre à zéro même tout le contrat de développement que Tshisekedi avait déjà posé comme base. Et on pense faire ça, c'est ça, avancer? Non, mais c'est cela, en fait. Nous devons lever l'option de choisir un véritable modèle de démocratie qui correspond à nos réalités. Aujourd'hui, la Chine a aussi sa démocratie. Mais sa démocratie n'est pas égale à la démocratie française. L'Angola a aussi son modèle de démocratie, qui n'est pas à comparer avec la démocratie congolaise. Chaque pays a sa démocratie en fonction de ses aspirations. Effectivement, pour un pays qui souffre, pour un pays qui a besoin de l'argent, je pense que nous devons confectionner un autre modèle de démocratie qui nous épargnerait à dépenser autant de l'argent pour les élections alors que nous en avons besoin pour booster, par exemple, le secteur de l'agriculture, le tourisme, l'énergie. Vous imaginez dans un pays aussi pauvre comme la RDC, chaque après 5 ans,
nous sommes obligés à débourser plus de 1 milliard de dollars pour organiser les élections. Pourtant, on peut opter pour un système de gestion rotative de l'État en synchronisant le parti politique sur base de courants. Le courant de gauche, le courant de droite, le courant de centriste, et puis vous utilisez un moyen de roter les pouvoirs. Pas de concept opposition-majorité. Non, mais pas de concept opposition-majorité. Nous avons ceux de gauche, parce qu'en réalité, s'il faudrait rester dans l'angle de la mouvance idéologique, les PPRD et l'UDPS poursuivent le même combat. Les deux sont de la social-démocratie. Et la démarcation, c'est à quel niveau? La démarcation, en réalité, c'est au niveau des intérêts politiques. La conquête. La conquête du pouvoir. Du pouvoir. C'est à ce moment-là que ces deux partis prennent pratiquement de voies divergentes. Mais en réalité, du point de vue de l'idéologie, ils sont du même courant. Et donc, si on synchronisait les partis politiques, tous les 500, 700, 800 partis politiques qui existent, eh ben, on aura 3 blocs de partis politiques et on utilise les systèmes de gestion rotative. C'est-à-dire, si la gauche gère le pays pendant 10 ans, après 10 ans, c'est la droite qui gère le pays. Après 10 ans, c'est les centristes qui prennent le bâton de commandement de la chose publique de l'État. Là, déjà, on ne va même pas organiser les élections. On épargne les pays des dépenses colossales, inutiles, de l'argent qu'on pouvait affecter pour les élections. On peut peut-être l'affecter pour d'autres secteurs, pour le développement de notre pays. Et là, les blocs, chaque courant va maintenant organiser des primaires. L'enjeu maintenant démocratique serait au niveau de primaires. C'est lui qui sera élu, par exemple, comme secrétaire général du courant de droite. D'office, c'est celui-là et les présidents lors de la prochaine gestion, après le départ de ceux qui étaient aux commandes. Et donc, c'est à nous de réfléchir sur ces choses pour simplifier la gestion, orienter le fonds de l'État sur les questions de développement. Ceci dit, appelle à un changement ou bien un changement de la Constitution pour changer de format de la démocratie qui est la nôtre. Moi, je préfère beaucoup plus la refondation de l'État que le changement de la Constitution. Même si la refondation de l'État est une conséquence logique qui déboucherait essentiellement au changement de la Constitution. Mais lorsque je parle de la refondation de l'État, dedans, il y a aussi le changement de mentalité des acteurs politiques. Dedans, il y a aussi la réforme de l'homme congolais. La société. Il faudrait que l'homme qui va diriger le Congo nouveau soit un homme habilité, un homme épris des valeurs, des probités morales, de l'amour de la nation, de la capacité de background et d'un niveau requis de pouvoir obtenir une responsabilité à chaque degré de gestion de l'État. Est-ce que c'est votre combat où vous êtes tiré par les mêmes tares? Non, mais c'est cela mon combat. C'est comme ça qu'on essaie d'insister sur ces choses. Un combat des valeurs. Nous nous battons pour un Congo nouveau. L'hymne national, qui est la chanson patriotique incarnée par tout le Congolais, nous a confié une mission de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Mais pour bâtir un Congo plus beau qu'avant, il faut avoir la mentalité des bâtisseurs. Et nous voulons que chaque Congolais apporte sa brique de construction pour bâtir réellement un Congo nouveau. Et ce Congo sera bâti par des hommes et femmes de qualité. Un Congo nouveau, nonobstant le convoitise de pays voisins. Quel est le prix qu'il faudra payer pour ce Congo nouveau? Ce Congo nouveau, ça sera un Congo protégé. Vous savez, même vous, à la maison, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a un coin où vous mettez ce qui est des trésors pour votre famille, les richesses de votre famille, cet endroit-là, ce coin-là, doit être le coin le plus sécurisé de la maison. Si nous estimons que la partie Est, c'est la partie la plus riche, en termes de minerais, bien entendu, alors il faudrait assurer le maximum de sécurité possible dans la partie Est. Et donc, dans ce Congo nouveau que nous voulons un Congo qui protège son territoire et qui protège sa population. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être une puissance économique
sans être capable de protéger les territoires congolais. Et donc, dans ce Congo nouveau que nous voulons vraiment être un Congo qui va imposer sa souveraineté à tout point de vue. Vous avez parlé de l'infiltration au sein de l'armée et même au sein des institutions, parce que l'infiltration ici n'est pas qu'au niveau de l'armée, bien entendu. Alors, comment s'organise cette infiltration? Elle est si bien organisée que nous n'arrivons pas à nous en rendre compte, ou c'est la faiblesse de nos services? Ce qui est évident, c'est que nous avons hérité une part de l'histoire, même si nous avons la responsabilité de résoudre le problème d'hier, le problème d'avant-hier, le problème qui date de longtemps, parce que lorsqu'on gère le pouvoir, on a l'obligation de résultat. Mais sur cette question d'infiltration, ça date de longtemps. Ça date vraiment de longtemps. Je veux vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Comment ceci arrive à s'organiser sans que nous puissions nous en rendre compte? Est-ce que la faiblesse de service ou d'une manière ou d'une autre, nous en sommes aussi complices? D'abord, il faut réaliser d'où nous venons avec cette infiltration. Déjà à l'époque coloniale, en 1935, lorsque la grogne sociale qui avait frappé le peuple rwandais, le colon belge de l'époque avait organisé un corridor humanitaire. Il y avait un flux migratoire de Rwandais, des réfugiés rwandais, qui étaient déportés vers les territoires congolais, pour des raisons humanitaires bien entendu. Mais en réalité, la raison cachée du colon belge était d'ordre économique, parce que le colon voudrait se servir de tout ce sujet rwandais comme une véritable main-d'œuvre locale assurée, afin de booster effectivement les industries de l'époque, le secteur routier et tout le reste. Et parmi les gens qui ont travaillé, notamment dans la construction de chemins de fer de notre pays, de nos routes de l'époque, le Rwandais aussi faisait partie. Déjà en 1935. Or, des Rwandais qui entrent dans un pays et qui sont injectés dans le secteur vecteur de développement d'un pays, cela est une possibilité pour ce Rwandais de comprendre et de connaître en profondeur notre pays. Le deuxième corridor humanitaire, c'était après les génocides de 1994 au Rwanda. On a créé un deuxième corridor humanitaire. Les Rwandais sont venus, ils se sont installés ici. Ils se sont mariés ici. Ils ont eu des enfants ici. Certains ont été affectés dans les différents services publics de l'État. C'est de là que commence la grippe au sein des institutions publiques de notre pays. Et la troisième réalité qui a créé le flux migratoire de Rwandais, c'était l'entrée de l'AFDR lors de l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila en 1997. Vous avez vu le James Kabarebe, vous avez vu beaucoup de Rwandais étaient venus dans notre pays. Et là, c'était beaucoup plus l'infiltration de l'armée congolaise. C'est-à-dire, on a tellement infiltré l'armée, infiltré les services publics de l'État, jusqu'au point de fragiliser l'État. Mais dès lors que nous savons toutes ces choses, alors il faudrait maintenant procéder aux méthodes de toilettage. Il faut toiletter l'armée. Il faut laver les services publics de l'État, dégager tous les intrus. Il faut se rendre compte qu'effectivement, au niveau du Sénat, tel sénateur est réellement rwandais. Et si on se rend compte qu'il est rwandais, il faut le foutre dehors. Tel député est rwandais, il faut le foutre dehors. Est-ce que nous ne le savons pas ou nous en sommes complices? Parce qu'aujourd'hui, on a même la tendance et même de dire que le Kinyarwanda fait partie du patrimoine culturel congolais. La tendance aujourd'hui est de dire que les Banyamulenge sont des Congolais. Non, mais est-ce que ceci est en harmonie avec notre histoire? La complicité, effectivement, peut se justifier lorsque nous connaissons le mal et nous acceptons de rester taiseux, passifs. Nous savons le mal et nous ne savons pas malheureusement comment faire pour élaguer ce mal. C'est cela le problème.
Et là, on deviendra effectivement complice. Comme aujourd'hui, ceux qui disent que le Kinyarwanda fait partie de langues qui contient dans le patrimoine culturel congolais, ça c'est du mensonge. Le ministre Mouyaya l'a dit lors Non mais ça c'est du une briefing de erreur, presse. c'est une erreur monumentale de communication. Si le Kinyarwanda fait partie du patrimoine culturel congolais, et donc quel est le peuple qui porte cette langue? Et même le peuple qui porte cette langue, quelle est leur terre d'habitation? Et même dans leur terre d'habitation, est-ce qu'on peut retrouver certains chefs coutumiers qui se reconnaissent de tels peuples qui parlent les Kinyarwanda? Il ne faut pas truquer l'histoire. Les Kinyarwanda, il faut pas n'est-il pas parlé par les Banyamulenge? Non, les Comme Kinyarwanda. le chef de l'État a tenté à un certain moment de le justifier. Les Kinyarwanda est une langue importée du Rwanda. Comme le français importé de français. Comme l'anglais importé. Parce que chez nous, nous avons nos langues. Et les langues phares sont connues. C'est les Swahili, c'est les Lingala, les Kikongo, les Chiluba. Et nous avons de langues qui sont attachées à nos ethnies et nos tribus. Les Kinyarwanda est une langue de quelle ethnie? De quelle tribu? Banyamulenge. Les Banyamulenge ont quelle terre au Congo? Qui sont le chef coutumier Banyamulenge? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas truquer l'histoire. Et le faire fera de nous des véritables complices contre notre propre pays, ce qui est quand même malheureux. Avec un peu de recul, vous pouvez vous accorder à dire que le chef de l'État, en affirmant que les Banyamulenge sont des Congolais, était-il piégé ou avait-il pleinement conscience de ce qu'il disait à ce moment-là? Je pense que moi j'ai toujours été indépendant d'esprit et je ne passe pas sur les différents médias pour parler avec le peuple dans le sens de vouloir caresser dans le sens de poil le président de la République. Pour moi, je pense que c'était une erreur de communication. Parce que le président Tshisekedi sait qui sont Congolais et qui ne les sont pas. Mais pendant qu'il disait ces choses, c'était dans une période où le président de la République avait levé l'option de faire l'amitié avec le Rwanda. Donc sa communication était justifiée. C'était pendant une période où les relations entre la RDC et le Rwanda étaient au beau fixe. Une communication politique. Effectivement, la communication était politique. C'était pour ne pas friser ou déranger certaines sensibilités. Mais malheureusement, la réalité nous rattrape. Aujourd'hui, tous nous savons que les gens qui dérangent notre pays, ce sont les Rwandais. Et donc, vous ne pouvez pas convaincre le Congolais en disant que, ceux-là qui parlent les Kinyarwanda, les Banyamulenge sont vos frères. Moi, je suis contre cela. Ce ne sont pas nos frères. Ils peuvent habiter avec nous, comme les Chinois sont avec nous, comme les Turcs sont avec nous, comme les Indiens sont avec nous. Mais jamais les Indiens ont réclamé la part culturelle au Congo. Jamais. Vous avez déjà entendu les Chinois qui disent écoutez, nous avons un territoire chinois installé au Congo, nous sommes des Congolais d'origine, nous avons le droit de participer dans les institutions de ce pays. Mais non. Pourquoi seulement le Rwandais? Le chef de l'État ne l'a-t-il pas dit pour éviter qu'il y ait soulèvement d'une communauté contre une autre et ce qui déboucherait sur le génocide ou massacre? Malheureusement, les réalités nous rattrapent. Et où nous en sommes aujourd'hui? Vous imaginez vraiment que le président de la République peut à nouveau prendre le risque de dire aujourd'hui, pendant que nous parlons là, que les Banyamulenge sont nos frères? Il ne peut pas. Donc, le chef de l'État n'aurait pas pu dire ça. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'était une erreur de communication, mais à une certaine mesure, on peut le considérer comme du politiquement correct, parce que c'était un discours politique. Ok. Et la plus grande infiltration a eu lieu quand? À quelle période justement de l'histoire de notre pays? Et pourquoi c'est toujours le Rwanda qui parraine des rébellions et non pas un autre pays?
Il y a plus le Rwanda et l'Ouganda. Pourquoi la Zambie ne les ferait pas? Pourquoi, par exemple, d'autres pays, la Centrafrique, ne donnerait pas soutien à un mouvement armé qui aurait des revendications comme quoi la gouvernance du pays est à terre? Non, mais c'est parce que le Rwanda a compris que la survie de son pays dépend des richesses congolaises. Parce que le Rwanda est conscient de là où il vient. Le Rwanda a construit son histoire dans une souffrance, je veux dire, une souffrance exécrable. Parce que l'identité du Rwanda, c'est les génocides. Okay. Et du génocide jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda a créé un parcours. Un parcours qui va de plus en plus effacer les traces du génocide. Ça veut dire pour le Rwanda, il faudrait s'appuyer sur un pays qui est immensement riche, c'est le Congo, malheureusement. Et c'est du Congo que nous allons développer notre pays, le Rwanda. Malheureusement, lorsque le politique congolais réfléchisse, souvent, on ne revient pas aussi à regarder le Rwanda sous plusieurs angles, surtout l'angle historique de choses. Parce que la politique de Kagame, en réalité, c'est effectivement cette politique de pouvoir fragiliser. Et créer même la crise qui a existé au Rwanda, le Rwanda veut créer la même crise au Congo. Comment est-ce que Kagame est arrivé au pouvoir? D'abord, dans l'histoire du Rwanda, le premier pouvoir rwandais était entre les mains des Tutsis. Parce que les Tutsis étaient une minorité, mais seulement une minorité qui était catégorisée comme la classe la plus nantie, la classe la plus intellectuelle, parce que le colon belge favorisait plus le Tutsi que le Hutu. Et lorsque les Belges ont voulu laisser le pouvoir au Rwanda, ils ont regardé entre le Tutsi et le Hutu. Il faudrait laisser le pouvoir entre les mains des Tutsis, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont compris notre façon de faire, parce qu'ils ont hérité notre culture coloniale, parce qu'ils seront en mesure, effectivement, de relayer l'héritage que nous leur avons légué. Mais lorsque le Tutsi prennent le pouvoir, c'était au détriment de Hutu. Les Hutus étaient marginalisés. Il y avait même des écoles que le Hutu ne pouvait pas accéder. Il y avait même certains postes dans certains services publics rwandais que le Hutu ne pouvait pas accéder. Cette discrimination, cette inégalité sociale a créé une fissure au niveau du Rwanda jusqu'au point que le Hutu, majoritaire qu'ils étaient, ils se sont ligués eux tous comme un seul homme pour renverser le pouvoir. Et ils ont renversé le pouvoir. Et lorsque le Hutu ont pris le commande du Rwanda, c'est alors que le Tutsi ont fui le pays. Et l'artificier en chef, c'était Paul Kagame. Les Tutsis sont allés en exil. Et parmi les Tutsis qui avaient un peu beaucoup plus le moyen, ils ont fait en sorte de soutenir une rébellion, et une rébellion qui a été diligentée par Paul Kagame. Et Paul Kagame, pour avoir un peu plus de force, Paul Kagame a choisi d'abord d'accompagner Yoweri Museveni dans sa lutte. Et lorsque Museveni a réussi à faire son coup d'État, c'est alors que Museveni voudrait rendre l'ascenseur à ces groupes rebelles rwandais jusqu'au point de les accompagner à la tête du Rwanda, à la tête du pays. Et c'est comme ça que Kagame a été choisi comme le président du Rwanda après son coup d'État réussi et soutenu par l'Ouganda. Et c'est jusqu'à aujourd'hui que Kagame s'installe, et il s'installe au détriment de la majeure partie de la population du Rwanda. Je parle de Hutu. Maintenant, Kagame a compris qu'il faudrait installer les mêmes cycles infernaux au niveau du Congo, diviser davantage le Congolais, et c'est comme ça qu'on parle de la balkanisation. Parce qu'il en a l'expérience. C'est comme ça qu'on parle du tribalisme. C'est comme ça qu'on injecte les venins de la division pour diviser davantage le Congolais. Et Kagame sait son plan et il veut aller jusqu'au bout. Et dès lors que nous savons le plan de Kagame, il faut faire le contrepoids. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plus grande faiblesse du Rwanda,
C'est au niveau de l'histoire de son génocide. Si le Congo arrive à infiltrer le Rwanda par le Hutu, parce qu'il y a beaucoup de Hutus qui sont dans la partie est de notre pays. C'est des bonnes guerres. Si le Congo infiltre le Rwanda par le Hutu, ça veut dire qu'on peut créer une rébellion de Hutu contre le Tutsi qui gère le Rwanda aujourd'hui. Et c'est le Congo qui va financer ces Hutus. Le Congo peut aider ces Hutus jusqu'au point de renverser le pouvoir de Kagame. C'est cela la stratégie. Et Kagame le départ de Kagame, ce serait l'une des solutions à la crise multiforme que nous connaissons. Mais bien sûr que oui. Le départ de Kagame serait même le salut du peuple rwandais. Parce que Kagame, c'est un tyran. C'est un monarque absolu. Un autre président qui viendra après n'hériterait pas du même combat. Ça, je ne sais pas. Et c'est même ça la peur. Parce que le combat de Félix Tshisekedi aujourd'hui, ça, il faut qu'on se le dise, c'est un combat sacré. C'est un combat pour les générations en générations. Malheureusement, beaucoup traitent le président Tshisekedi des pantins, des placebos, de quelqu'un qui n'est pas en mesure d'assumer sa fonction. Est-ce que ce n'est pas le cas de le dire? Non, non. Parce que le combat de Tshisekedi est un combat courageux. Kabila n'a pas réussi ce combat. Mzee Laurent Désiré Kabila n'a pas réussi ces combats. Mobutu était fini par partir. Tshisekedi, en réalité, mène un combat sacré qui est celui de renverser la pyramide au niveau de la sous-région. Que le Congo revienne dans sa peau d'un État le plus puissant de la sous-région. C'est cela le combat de Tshisekedi. Et donc, les présidents qui viendra après Tshisekedi, il faudrait qu'ils restent dans le pas du président Tshisekedi. De l'avis de plusieurs observateurs, la situation que nous connaissons dans l'est du pays est bien pire. Par le passé, on n'a jamais connu pareille situation. Non, mais je vous ai dit que Goma a été prise à 6 reprises aujourd'hui. Sous Kabila, Goma a été prise en otage. Aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de l'occupation partielle de Goma. Mais sous Kabila, c'était une occupation totale. Occupation partielle, bien sûr, mais il faut arriver à les démontrer. Non, mais il ne suffit pas seulement de les dire. Il y a encore certains services publics de l'État qui continuent à opérer sous le contrôle du gouvernement congolais à Goma. Non pas sous le contrôle de la nouvelle ou de nouvelles autorités établies. Non, mais les rebelles sont dans une part, à côté, et les Congolais sont à côté. On partage Goma. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas encouragé, mais c'est une réalité. Et nous devons traduire la réalité comme telle. Mais cela n'exclut pas le fait que le président de la République s'engage pour changer les choses. Kabila n'est jamais arrivé avec Kagame à ce point. Aujourd'hui, l'ennemi du Rwanda, l'ennemi de Kagame s'appelle Tshisekedi et non Joseph Kabila. Kagame voudra bien que Kabila revienne au pouvoir pourvu que Tshisekedi parte. Parce qu'il sait que celui qui dérange les intérêts du Rwanda, c'est Tshisekedi. Tshisekedi, mais en même temps, ici, dans l'opinion, on dit, on l'accuse d'être responsable de la chute de tout ce territoire dans la province du Nord Kivu. Bunagana est parti, ça fait plus de 2 ans. On n'a jamais réagi. Il n'y a jamais eu une telle mobilisation au niveau de Kinshasa. Après, d'autres localités sont passées sous contrôle de l'ennemi. Dernièrement, Saké, quand Saké est passé sous contrôle de RDF avec leur supplétif M23 et AFC de Corneille Nangaa, le président était au Qatar pour, semble-t-il, assister à un match de football entre Paris Saint-Germain et je ne sais pas à quelle équipe. Mais pourquoi, depuis longtemps, on n'a jamais su réagir à temps pour épargner les vies humaines et pour éviter ce qui nous arrive, écoutez, vous avez reçu un patriote, vous avez reçu un Congolais de sang, de souche, de l'âme, de l'esprit, de père et de mère. Je ne tomberai pas dans le narratif de l'ennemi. Parce que ces discours... Quel est le narratif de l'ennemi? L'ennemi utilise ces discours en ce temps-ci pour fragiliser davantage le Congo, pour diviser davantage le Congolais. L'ennemi voudrait nous rappeler que vous avez un président incompétent. Vous avez un président distrait. C'est cela le discours de l'ennemi.
Mais nous, en tant qu'enfants du Congo. Et si c'est cela la vérité, on n'a pas besoin de la vérité en ce moment. Non, mais on a besoin de la vérité, mais Tshisekedi reste notre président, c'est notre père de famille. Vous pouvez avoir un père, mais faible, mais il restera votre père. Mais que feront maintenant les enfants du moment où nous savons que notre papa est faible? C'est à nous, les enfants, de renforcer le père, d'accompagner le père. Et c'est le travail que nous faisons aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de dire à l'ennemi que nous avons un père faible. Nous avons plutôt besoin de fédérer nos efforts avec notre père de la nation pour constituer une force inébranlable contre l'ennemi. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes de Congolais. Vous avez parlé de Corneille Nangaa. Je voudrais m'apaisantir un tout petit peu sur lui. Nangaa était un Congolais. Mais malheureusement, ballotable, manipulable, au gré de l'ennemi. Lorsque Corneille Nangaa réclamait deux choses au début de son combat, Corneille Nangaa réclamait le respect d'un accord qui existerait entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Pendant ce temps-là, Nangaa plaidait pour la cause de qui? Quelque temps après, Nangaa, qui était l'arbitre d'un jeu électoral pour départager les acteurs politiques dans une compétition électorale, bien entendu, se transforme en un véritable rebelle. Et Nangaa se rebelle contre le pays. Pourquoi? Nangaa rend le service à qui? Nangaa obéit aux ordres de qui? Et même s'il faudrait aller dans une hypothèse Il détruit le monstre qu'il a lui-même formé. Non, mais pourquoi il a formé un monstre qui détruit le Congo? Il pense qu'il n'est pas responsable. Donc lui, il se considère comme un Dieu créateur qui crée un Jésus et en même temps qui crée un diable qui tue l'humanité. Même si c'était Dieu, il allait être responsable. Il vous dit que Tshisekedi n'a pas été élu. Mais il n'a jamais dit qui est le candidat qui a été réellement élu. Pourquoi il ne le dit pas? Parce qu'en réalité, si Nangaa nous dit le candidat qui a été réellement élu, on allait même comprendre le sens de son combat. Il allait se battre pour rétablir de ses droits les candidats qui a été élu. Doit-il le dire? Non, mais il doit le dire pour des raisons d'honnêteté et de la sainteté de son combat. Si c'était Fayulu qui a été élu, en réalité, la première victime des Nangaa, c'est Fayulu. Si c'était Fayulu qui a été élu, en réalité, les premiers ennemis de Martin Fayulu s'appellent Corneille Nangaa. Parce que Corneille Nangaa a volé le pouvoir de Fayulu pour donner à Tshisekedi s'il faudrait rester dans la logique de Corneille Nangaa. Donc ça veut tout simplement dire que Corneille Nangaa est incohérent. Incohérent? Illogique. Ne dit-il pas ça pour rechercher à rétablir la vérité? Quelle vérité? Aller vers rechercher la paix, la réconciliation? Non, mais malheureusement. Mais qui passe par la vérité. Non, mais il s'agit de quelle vérité? Je vous ai pas une logique claire. Si Tshisekedi n'a pas été élu, alors c'était à Nangaa de nous dire qui a été réellement élu. C'est cela la vérité. Mais il ne l'a jamais dit. Pourquoi Nangaa fait de la rébellion? Pire, c'est lui qui fait de la rébellion était l'arbitre. Il n'était même pas parti à la compétition. Nangaa n'était pas politique. Pire encore, c'est lui qui était à la tête de la CENI comme arbitre de la compétition électorale. Il était religieux. C'était le choix de la confession religieuse. Les religieux, l'arbitre, se transforme contre le public et contre le compétiteur. Et l'arbitre prend la peau du compétiteur. Et donc, c'est lui qui a été élu. En réalité, c'était Corneille Nangaa. Pourtant, il n'était pas candidat aux élections. C'est lui qui était le président de la CENI. C'est quoi la logique? Il n'y a pas de logique. Ça veut dire, en réalité, Nangaa est en train de faire le jeu d'un homme, peut-être qu'on n'a pas encore identifié. Qui? Le chef de l'État avait dit que le véritable patron de l'AFC, c'est Kabila. Et depuis le déclenchement de cette situation, ou depuis le départ du pouvoir de Kabila, il n'a jamais pipé mot. Il est resté taiseux. Si... Est-ce que, de plus en plus, on peut nous faire confiance à ce que Tshisekedi avait dit à son temps, même si il a le mérite de dire une chose aujourd'hui et d'essayer de dire après? Je ne voudrais pas rester dans votre jeu. Vous avez une très belle expertise
de désorienter et surtout de rester Pas du un tout. peu indélébilement dans le narratif des opposants de M. Tshisekedi. Qu'à cela ne tienne, c'est votre liberté. Mais je voudrais vous dire une chose. Si le président Tshisekedi disait, il les disait déjà, que c'est Kabila qui est derrière Corneille Nangaa, ça veut dire en réalité, comme Tshisekedi refuse de dialoguer avec Nangaa, à la limite, Tshisekedi peut dialoguer avec Kabila. En réalité, les deux agents principaux, les agents causaux de l'insécurité du Congo, s'il faudrait rester dans la logique du président Tshisekedi, c'est Kagame et Kabila. En réalité, s'il faudrait négocier, il faut négocier avec Kagame et négocier avec Kabila. Des acteurs intellectuels. Des acteurs intellectuels. Parce que si Kagame donne un ordre au M23, le M23 va se retirer. Et si Kabila donne de l'ordre à Nangaa, Nangaa va se retirer et la paix va s'installer au Congo. Là, on peut résoudre le problème par la voie d'un dialogue, par la voie diplomatique. Dialogue avec Kabila et non avec Kabila ou avec Kagame. Non, mais je l'ai dit. Le dialogue peut se faire à deux niveaux. Au niveau de Kagame, on n'appellerait pas ça dialogue. Ça serait une dimension diplomatique. Négociation. Et l'outil de la diplomatie, ça a toujours été la négociation. Mais en interne, dialoguer avec Joseph Kabila, c'est même ça, le dialogue en interne. Vous plaidez pour ça? Non, mais il est le responsable de l'AFC. C'est aussi un moyen. On dit que Kabila est le responsable de l'AFC, comme le président l'a dit, alors que envoyer les prélats de l'église catholique à aller convaincre Kabila pour retirer Corneille Nangaa du sol congolais. Il suffit seulement d'un mot de Joseph Kabila, Nangaa va se retirer. Tout est question de bonne volonté du chef de l'État. Il doit en faire preuve. Non, mais aussi tout est question à toutes les parties. Tout est question de l'amour de la patrie. C'est maintenant que nous pouvons mesurer les degrés, permettez-moi le terme, de la congolité de Joseph Kabila. Okay. Souvenez-vous de l'histoire du roi Salomon qui voudrait départager deux femmes autour d'un enfant. Quelle a été la réaction d'une femme? Pourvu que cet enfant vive, ne les coupons pas de tête, je préfère céder l'enfant à l'autre femme pour que cet enfant vive. Et c'est par là que le roi Salomon avait tiré sa sagesse pour comprendre directement que cet enfant appartenait à cette femme. Pourvu que le Congo vive, pourvu que le Congo ne soit pas cédé entre les mains de l'ennemi, même si Tshisekedi est incompétent, même si Tshisekedi n'a pas respecté un accord avec Joseph Kabila, Kabila peut vouloir la paix du Congo pourvu que le Congo vive. Et c'est en cela qu'on va le considérer réellement un Congolais, notre frère. Mais on ne sait pas cerner ce qu'il pense du Congo, ses véritables motivations, puisqu'il n'a jamais parlé. Et même quand on l'accuse de soutenir Corneille Nangaa, il a toujours gardé son sang-froid et silence. Je ne sais pas si c'est une attitude comment vous pouvez juger cette attitude. Et voilà, depuis quelques heures, la Senko et chez Nangaa, à Goma, retour sur une rencontre au contour flou. Qu'est-ce qui peut ressortir bien de cette rencontre entre les églises protestantes et catholiques avec Corneille Nangaa à Goma? Je ne sais pas si les prélats de l'église catholique sont allés voir Corneille Nangaa pour les soumettre à un exercice de confession. Que Nangaa confesse devant le prélat. Que Nangaa reconnaisse sa responsabilité sur le massacre. Que Nangaa reconnaisse d'avoir tué autant de Congolais. Et après, les prélats vont prier pour lui, pour le sanctifier. Et après, les prélats vont devoir proposer Nangaa au peuple congolais pour voir si Nangaa pourrait bénéficier de la miséricorde du peuple congolais. À défaut de quoi, Nangaa resterait toujours un ennemi du Congo. Et les prélats sont allés... Quel est le nom dit de cette démarche de père spirituel? Le père spirituel cherche la paix. Est-ce la démarche cohérente? Tendre la main à un rebelle
peu importe ce dont il est accusé, On cherche il faut la quand même paix. oser. On cherche toujours la paix avec un ennemi. Avec un ami, on n'a pas besoin de la paix parce que la paix s'installe déjà. Si les prélats sont allés vers Nanga parce qu'ils comprennent que Nanga devient un problème. Pour le ramener à la raison, à la table de négociation ou du dialogue. Ben, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas d'accord de dialoguer avec Corneille Nanga parce que ce serait une manière de légitimer la rébellion. Sinon, oui, aujourd'hui, vous accordez un peu de l'oreille à Nanga. Demain, il y aura encore d'autres Nanga qui vont se créer. Et finalement, ça deviendra un fonds de commerce. La plus bonne manière d'accéder à la gestion de la chose publique de l'État, c'est le fait de se recoqueviller, prendre les armes et tuer les Congolais. Mais on n'a Ça, ce n'est pas jamais quelque su chose à estomper encourager. cela, Manik Seyenda. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Il donne aussi le méthode de Kabila, mais il arrive au pouvoir, c'est lui qui est le premier à nommer moi, je pense que les pour- anciens chefs rebelles, les seigneurs de guerre, S'il vous plaît, dans des institutions importantes. je pense que pour Nanga, le problème de Nanga est déjà connu davantage. On nous a toujours dit que Nanga réclamait ses carrés miniers. Officieusement. Alors si cela est vrai, Mm. si Nanga a perdu un carré minier, que Tshisekedi rassure par la voix des prélats de l'Église catholique, et qu'il en aura peut-être 2 ou 3. Et si on donnait 3 carrés miniers à Corneille Nanga, il va arrêter la rébellion? Il va arrêter la guerre? Il va se retirer du Goma? Il va arrêter de tuer le peuple congolais? Des questions. Il demeure pour l'instant sans réponse. Avec vous, on va chuter tout doucement. Nous allons nous arrêter un moment pour parler de la dernière réunion du sommet conjoint SADC et AC qui s'est tenu à Dar es Salaam. Nous sommes en Tanzanie. Et après, il y a eu des résolutions lesquelles exigent la République démocratique du Congo à négocier avec toutes les parties étatiques et non étatiques, militaires et non militaires, y compris le M23. Ça, c'est au niveau de la sous-région. À l'interne, l'initiative de père spirituel dont le chef de l'État a positivement jugé la portée, c'est continu. On vient de le dire tout à l'heure que la Senko est chez Nanga à Goma pour prendre langue avec lui et trouver un terrain d'entente pour une paix négociée ou pour la cessation des hostilités. Manik Siyenda, on est en train de chuter. Est-ce qu'au regard de tout ceci, nous avançons ou nous faisons du surplace? Moi, je pense qu'on n'avance pas, on fait du surplace. Et je pense que le dirigeant congolais doit être un peu rigoureux. Un peu rigoureux parce qu'on est fatigué du jeu de M. Kagame. Il a toujours été astucieux. Il fait le jeu de complaisance. Il joue avec un grand pays comme le Congo. Vous avez parlé du sommet conjoint EAC SADC. Les résolutions. Parmi les résolutions, on conditionne la République démocratique du Congo à négocier avec le rebelle. Pourtant, le jeu du Rwanda sur cette question de l'agression rwandaise contre le Congo, le Rwanda, Paul Kagame, a lancé un jeu de l'équilibre. Il a créé un faux fouillis en disant que le FDLR aussi menace la sécurité nationale du Rwanda. Maintenant, pourquoi la République démocratique du Congo n'exige pas, dans le cadre de ce sommet, que le Rwanda négocie aussi avec le FDLR? Ce serait une démarche équilibrée. Non, on s'est rabattu sur le processus de Luanda et de Nairobi. Donc le sommet conjoint SADC suit la ligne normale de ce qui a déjà été entamé. Non, et lors du processus de Luanda, on n'a pas exigé cela. Combien de fois le Rwanda a sapé, a foulé à pied le processus de Luanda et de Nairobi? Combien de retraits dans le cadre du processus de Luanda ont été faits pour dire au M23 de se retirer du territoire congolais? Malheureusement, cette décision n'a jamais été obtempérée par le M23 et par le Rwanda. Au nom de quel dispositif
Le Rwanda a déployé plus de 10 000 militaires sur le territoire congolais pour tuer les Congolais. Les processus de Luanda n'ont pas dit ça. Les processus de Nairobi non plus n'ont pas dit ça. Ça veut dire aujourd'hui, il faudrait que le Rwanda aussi négocie avec les FDLR pour que le Congo négocie avec le M23. C'est cela le piège. Et c'est même ça. On a demandé plutôt, avant le sommet de décembre, à la RDC, de traquer, neutraliser les FDLR. C'est ce qui a été demandé, que je sache, à la RDC. Les FDLR est une réalité fictive. Les FDLR n'existent pas. Mais comment on a pu accepter ça? La capacité. Parlons de résolutions. Est-ce que les résolutions, on n'obtient pas de tels résultats en raison de la qualité de ceux qui négocient pour la RDC? Non, mais au-delà du discours du Congo, de la RDC et au-delà du discours du Rwanda, il y a des intermédiaires qui existent. Il y a la mission des Nations Unies au Congo qui existe. Vous avez déjà vu des rapports de l'ONU allant dans le sens de fustiger les massacres commis par les FDLR sur le territoire rwandais. Vous avez déjà vu? Dans cette période, bien entendu. Jamais. Ça veut dire que cette histoire de l'FDLR, c'est une histoire exhumée par Kagame pour assurer sa défensive. C'est un faux fuyant juste pour traîner M. Tshisekedi dans la merde. Et comment nous avons pu accepter ça? Non, mais le Congo n'a jamais accepté ça. Ça a toujours été le discours de Kagame. Et on le concède comme tel. Le Congo a accepté de neutraliser, de traquer les FDLR. Par contre, on peut se servir de cet argument pour imposer à M. Kagame de négocier avec les FDLR si seulement ils existent. Et d'ailleurs, ce serait peut-être une occasion que le Congo active les FDLR pour que ça soit une véritable épine sur le Rwanda. Et pourquoi pas? Non, mais c'est un jeu d'intérêt. C'est un rapport de force. En réalité, le Rwanda ne peut pas tenir face à un grand pays comme le Congo. Même sur le plan militaire, le Rwanda ne peut pas. La seule force du Rwanda, c'est les mains noires qui l'accompagnent dans ces désastres humanitaires. Alors que pouvons-nous faire? Faisons la guerre au Rwanda. Et qu'avons-nous pour faire la guerre au Rwanda? Le Rwanda a d'ailleurs eu des soutiens, des alliés. Et nous, alors, il faudra changer de notre... Il faut juste changer notre politique. Parce que je ne pense pas que même ces multinationales, c'est vrai, ils sont recelaires. Et les rapports entre le recelaire et les voleurs, c'est l'objet volé. C'est ça les dénominateurs communs. Mais la RDC peut offrir mieux à ces multinationales que le Rwanda. Quoi? Céder tous nos minéraux? Non, mais nous pouvons... Parce qu'après tout, le minerai, est-ce que la population en bénéficie? D'abord, je parle de la conscience d'abord de nos dirigeants. Le Rwanda a quelque chose que le Congo n'a pas. Le Rwanda a des usines de traitement, des usines de transformation de nos minéraux. Ce qui voudrait dire, même si les multinationales achètent le brut au Congo, ils auront l'obligation de passer par le Rwanda pour le traiter. Ça veut dire que si nous avions créé des industries, alors on allait récupérer tout ce partenaire qui passe par le Rwanda. Parce qu'en réalité, le combat de Tshisekedi, je l'ai dit tantôt, c'est celui de couper le pont qu'on appelle le Rwanda. Si la Chine, la Corée du Nord, Corée du Sud, les États-Unis, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne veulent avoir le minerai du Congo passer par le Congo, passer par Tshisekedi, mais passer par le pont qu'on appelle Kagame. C'est cela la bataille de Tshisekedi. C'est cela le combat de Tshisekedi. Mais non, il faudrait que les politiques congolais soient beaucoup plus managers possibles. Si le Rwanda vendait les minéraux à vil prix, vous pouvez réfléchir. À quel degré vous pouvez satisfaire l'intérêt de ces multinationales pourvu que le Congo se retrouve? Parce que nous en avons à des quantités, permettez-moi le terme, des quantités inquantifiables. C'est nous qui possédons ces minéraux. Et donc, toutes ces multinationales n'ont pas en réalité l'intérêt de passer par le Rwanda, qui d'ailleurs se sert de sa criminalité pour servir ces grandes puissances qui passent par lui comme un état-pont. Je crois que tout dépend du sérieux, tout dépend
de notre capacité managériale à manager nos richesses auprès des partenaires internationaux. Pour faire tomber les bouchers de Kigali, Paul Kagame, Manik Sienda, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que faire alors pour nous tirer d'affaire? La solution que vous proposez, et que pensez-vous aussi de ceux qui réduisent à la plus simple expression la démarche de père spirituel? Sur un média de la place, l'ancien ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a dit, pince sans rire, avoir de preuves, de documents ou d'enregistrements audio de pères spirituels en contact avec les agresseurs. Que pensez-vous en une minute? Vous allez conclure. C'est une très mauvaise stratégie de communication. C'est en cela que je voudrais m'adresser à tous les membres et cadres de l'UDPS. Chers membres et cadres de l'UDPS, vous avez déçu beaucoup de gens. Vous avez choqué beaucoup de gens. Vous avez frustré beaucoup de gens. Qu'à cela ne tienne. Cela est révolu. S'il vous plaît, pendant cette période aussi cruciale, nous avons plus besoin de renforcer notre cohésion nationale, notre solidarité, unité et fraternité nationale. Attaquer les prélats de l'Église catholique en ce moment, cela est une grosse erreur de votre part. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Même le fait d'attaquer Vital Kamerhe, comme je l'ai vu, vilipender Kamerhe pour avoir dit quelque chose de très équilibré avec beaucoup de mesures, cela est une grosse erreur. Parce que l'UDPS, le président Tshisekedi, vous avez besoin de ses partenaires. Vous avez besoin des opposants. Vous avez besoin de membres de l'Union sacrée de la nation. Vous avez besoin des confessions religieuses dans notre pays. Vous avez besoin du peuple congolais derrière vous pour vaincre l'ennemi. Il faut éviter ce genre de communication. Venant surtout d'un cadre comme Peter Kazadi, c'est quand même une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Aujourd'hui, c'est désolidariser. Le pouvoir est perçu comme un pouvoir des arrogants, un pouvoir des orgueilleux, un pouvoir des radins, un pouvoir des narcissiques, de gens qui ne partagent pas, des gens qui repoussent les autres, un pouvoir tribal comme certains les qualifient. Mais c'est le moment de corriger vos erreurs. C'est le moment de tirer les leçons. C'est le moment de consolider davantage votre pouvoir. C'est le moment même de protéger le pouvoir du président Tshisekedi. Et c'est le moment de sauver l'image des l'UDPS et même l'image du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, que l'UDPS évite les erreurs. Moi qui par moment refusais le changement de la Constitution, j'ai été insulté, j'ai été vilipendé, il y a eu même des menaces de mort. Mais où nous en sommes? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons continuer de parler de cette histoire du changement de la Constitution? On ne gère pas le pays avec les émotions. On gère le pays avec la dévotion. Alors je vous convie et je vous exhorte à avoir un peu plus de la dévotion pour la République démocratique du Congo, parce que la patrie prime sur le parti. Le Congo nous appartient. Le président Tshisekedi, c'est notre président. Il n'est pas le président de l'UDPS. Il est le président de Congolais. Nous qui soutenons le président, on ne le soutient pas parce qu'on est membre de l'UDPS. Non. On le soutient parce que c'est notre président. C'est notre papa, c'est notre père. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe le discours de l'ennemi sur le président, nous allons soutenir le président. C'est notre devoir en tant que peuple. Alors l'UDPS doit éviter ces choses. Nous devons consolider notre cohésion nationale et c'est le moment. Aujourd'hui, je voudrais regarder également M. Augustin Kabouya. Parce que c'est lui qui tient la commande du parti UDPS. Et ça n'est aussi pris au père spirituel en dénonçant la démarche narquoise de certains religieux. Monsieur Augustin Kabouya, évitez ces choses. Vous savez, mon frère, si l'UDPS avait, vous savez, la plus grande capacité d'un bon leader, c'est la gestion de ressources humaines. Celui qui ne sait pas gérer les gens ne sera jamais un bon leader. Franck Diongo ne devrait pas se retrouver là où il est aujourd'hui. Simplement parce que vous l'avez mal géré. Jean-Jacques Mamba ne pouvait pas se retrouver là où il est aujourd'hui.
Simplement parce que vous l'avez mal géré. Même mon frère Pero Louara Très proche ne de pouvait la pas première se dame. transformer en un fantôme médiatique comme il est aujourd'hui. Simplement parce que vous l'avez mal géré. Pero avait plus de rapprochements que vous et moi dans le pouvoir. Mais comment Pero est devenu comme ça? Monsieur Augustin Kabouya soit manager, soit fédérateur, soit celui qui va unifier les gens. En ce moment, ne repoussez pas les gens. S'il faut parler avec Alain Bolodjoa, même en coulisses, parle avec lui. S'il faut parler avec Presse Mpenge, même en coulisses, parle avec lui. Ce sont tes compatriotes congolais. Aujourd'hui, vous avez besoin de ce gens-là. Parce que pendant que nous parlons là, l'opposition politique en interne n'existe plus. La seule opposition qui existe, c'est l'opposition contre le Rwanda. Même le président Tshisekedi aujourd'hui devient un opposant. Patrick Mouyaya, c'est un opposant. Même lui-même, Augustin Kabouya, c'est un opposant. Nous tous, nous sommes des opposants de Kagame. Et pour ça, nous, en tant que Congolais, nous devons parler entre nous et mettons de côté tout ce qui nous divise. C'est en ce moment qu'il doit maintenant ouvrir toute son artillerie pour tirer sur Kagame. Mais curieux, cela puisse paraître, il dit avoir changé de mode de vie. Il est devenu beaucoup plus discret. Mais je suis très content que Kabouya devient beaucoup plus discret. Mais quand il s'agissait de s'attaquer aux opposants, là, il ne l'était pas. Non, mais c'est, en fait, vous savez, moi, je ne voudrais même pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Je considère ça comme des erreurs du passé que nous pouvons éviter dans l'avenir. Maintenant, c'est le moment de considérer. Vous savez, en temps de guerre, tous les généraux ne vont pas au front. Vous pouvez être général, mais quand vous êtes un général médecin, vous n'avez pas un rôle à jouer dans une situation de guerre. Vous êtes un général, mais un général magistrat, eh bien, vous resterez dans l'auditorat militaire. Mais au front, nous avons besoin des généraux de guerre, des vrais combattants. Au front, vous avez besoin de Manix Yenda pour une guerre médiatique. Au front, vous avez besoin d'Israël Mutombo pour une guerre médiatique. Il faut y mettre énormément de moyens. Au fond, vous avez besoin de Jean-Pierre Kayembe pour faire une guerre médiatique. Alors, M. Kabouya, il faut fédérer tous ces gens-là. Il faut mettre le moyen. Il faut mettre le moyen. Que tout celui qui a bénéficié de l'ordonnance du président de la République doit mettre le moyen. Aujourd'hui, moi, par moment, j'ai peur du pauvre. J'ai même pitié du président Tshisekedi, qui devient seul pratiquement. Alors qu'à l'époque de Joseph Kabila, ceux qui étaient placés au premier rang, c'était les généraux de Joseph Kabila. Des gens qui voudraient que les cartouches, les balles de l'ennemi aient atteindre d'abord Bango, mais ils ont Kabila terre. Aujourd'hui, nous n'avons pas de gens qui sont prêts à mourir. Aujourd'hui, nous n'avons même pas de gens qui sont prêts à avoir des sanctions de la communauté internationale pour protéger Tshisekedi. Aujourd'hui, ils ne parlent pas. Pour le changement de constitution, ils avaient mis des panneaux publicitaires. Moi, ministre tel, je soutiens les présidents pour le changement de la constitution. Mettez aussi des panneaux. Moi, ministre tel, je soutiens Tshisekedi contre Corneille Nangaa. Vous êtes ministre, vous êtes DG, vous êtes gouverneur. Ce n'est pas à Tshisekedi de donner de l'argent aux gens pour communiquer. Non. C'est à vous. Malheureusement, ces gens, aujourd'hui, nous sommes là à la défensive. Nous défendons le pouvoir, mais aucun appel. Nous défendons le pouvoir, aucune gratification. Nous prenons le risque. Si aujourd'hui, même si on ne le souhaite pas, Nangaa arrive, c'est nous le première cible. Mais nous le faisons pour le pouvoir, nous le faisons pour le pays. Vous le faites pour la patrie. Nous le faisons pas pour la patrie. Individu. Mais il faudrait que ceux qui prennent la commande du parti, la commande du pouvoir, soient quand même conscients de cela. Comment, dans cette période aussi cruciale, où la guerre est lancée dans tout le front, ici je reste sur le front médiatique, Mouyaya nous a dit qu'il y a un venin rwandais qui circule. Mais quel est l'antidote? Quel est le contrepoison? Vous parlez de lobby. Comment vous pouvez avoir un lobby national sans mettre le moyen pour les médias qui ont opinion sur eux? Ces gens-là, ils savent. Ils savent que Manix a une voix entendue. Mais le grand malheur, c'est que lorsqu'ils entendent le nom de Manix, ils disent « Bolongola Kombonae ». Aboya qui changement la constitution.
Non mais C'est pas boko possible. kene na makambo ti wapi. Merci beaucoup, Manik Seyenda. Nous sommes arrivés à la fin. C'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Vous avez Merci été beaucoup. très tempéré. Merci et nous pensons vous retrouver dans une autre émission beaucoup plus élaborée pour parler patrie. Nous ici, nous défendrons à corps et à cri la patrie qui est menacée. Avec Dieu, nous allons nous en relever. La flamme noctilique à tous nos compatriotes qui sont dans des régions contrôlées par l'ennemi. Demain sera meilleur et nous sortirons de cette situation. Bonsoir chez vous.